Les clés du monde avec qui vous savez, James William Baguidi, que je n'accueille qu'après mon introduction ce matin. Oui, c'est comme ça, il me plaît de l'accueillir ce matin. Alors, il sera question, vous le savez, je vous en avais parlé, de la relation entre la Chine et les États-Unis, entre réel politique et hypocrisie politique. À l'occasion de la visite en Asie et plus particulièrement en Chine de Donald Trump, on en parlait hier, on peut observer la chaleur à l'accueil et du discours entre les deux dirigeants. Pourtant, la lune de miel entre la Chine et les États-Unis est loin d'être sincère. Vous découvrirez ce pourquoi tout au long du développement de notre chroniqueur internationaliste maison. James, bonjour. Bonjour à vous, Loris. Freddy, d'abord, merci quand même de m'accueillir, même si ce n'est pas dans les règles habituelles. Et merci à tous les amis auditeurs et téléspectateurs de prendre le rendez-vous des clés du monde. Pour s'ouvrir au monde. Alors, James, commençons par procéder, si vous le permettez, à une comparaison entre, je dirais, les deux États pour évaluer d'abord leur niveau de puissance. Parlons justement de la Chine et des États-Unis. Merci Loris Freddy. D'abord, il est important en effet de connaître quel est le niveau de puissance entre les États-Unis d'Amérique et la Chine pour comprendre aujourd'hui également les motivations de la rivalité qui s'est instaurée. Il est une caractéristique qu'on ne va pas vous demander. La Chine bat sur le plan démographique. Oui. De ce point de vue-là, si vous voulez, nous pouvons toujours commencer par là. En termes démographiques, la Chine fait aujourd'hui 1 milliard 400 millions d'habitants. Déjà, avec les 400 millions d'habitants, la Chine bat déjà les États-Unis qui en sont encore à 320 millions d'habitants environ. Ça, c'est les données de l'année où la Chine a été déclarée première puissance économique mondiale, c'est-à-dire l'année 2014. Les chiffres n'ont que très légèrement évolué. La population chinoise est donc 5 fois plus importante que celle des États-Unis d'Amérique. Sur ces deux territoires, nous avons des territoires qui sont proportionnellement semblables, avec une superficie de 9 800 000 km² aux États-Unis, 9 600 000 km² pour la Chine. C'est une économie aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, de point de vue économique, que la Chine a été déclarée première puissance mondiale en 2014. Mais entre-temps, il faut noter que beaucoup de choses ont encore évolué et les données qui nous sont parvenues, en tout cas ces derniers jours, ces dernières semaines, ne sont pas aussi catégoriques sur la puissance, le fait que l'un des États devance l'autre. Alors, les chiffres que je peux vous donner sommairement en termes d'économie, en 2014 notamment, le PIB de la Chine est passé à 18 milliards 100 millions de dollars, pardon, 18 100 millions de dollars, ce qui fait de la Chine, bien sûr, la première puissance économique mondiale. Les États-Unis étaient encore à 17 400 milliards de dollars à cette époque-là. Le PIB par habitant, par contre, place les États-Unis à la 5e place mondiale, ce n'est même pas la première. Et puis la Chine est à la 91e place mondiale. Ça, c'était en 2014, quand on prend le PIB par habitant. Donc, dans cette hypothèse, la Chine n'est pas forcément la première puissance mondiale, puisque la population, en termes proportionnels, ne bénéficie pas des revenus de la même manière que les États-Unis. Et quand on prend maintenant l'indice de développement humain, c'est encore plus grave. L'indice de développement humain place les États-Unis à la 5e place mondiale, tandis que la Chine, avec 0,7% ou 7,12% environ, se retrouve à la 91e place quand on exclut de la Chine sa propriété qu'est Hong Kong. Donc, la Chine n'est pas une si grande puissance qu'on veut bien le faire croire d'un point de vue économique. Mais quand on arrive dans le domaine du commerce, la Chine aujourd'hui est la première puissance commerciale du monde. Environ 20% du commerce mondial tourne autour de la Chine. La Chine contrôle pratiquement 20% du commerce mondial. Pratiquement tous les États du monde achètent des produits chinois. D'ailleurs, les États-Unis sont le premier partenaire économique de la Chine. La Chine est le premier partenaire économique des États-Unis. Beaucoup de produits viennent de Chine, donc
pour les États-Unis et beaucoup de produits américains également vont vers la Chine, mais il y a un déficit commercial, de la balance commerciale en faveur de la Chine parce que la Chine exporte beaucoup plus aux États-Unis que les États-Unis n'exportent vers la Chine. Donc, en termes de la compétition commerciale, on peut même parler d'une interdépendance entre les deux pays puisque l'un a forcément besoin de l'autre. Il faut noter également que d'un point de vue géopolitique, depuis la fin des années 2000, les grandes puissances mondiales se sont rendues à l'évidence que la gestion des crises économiques, notamment la crise des subprimes en 2007-2008, ne pouvait plus se faire à l'intérieur du cercle fermé qu'est le G7. Le G7, c'est les 7 pays les plus puissants, les plus riches plutôt du monde, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Canada, Italie, Japon. Il n'était plus possible de se limiter à ce cercle pour gérer les grands problèmes mondiaux. C'est pour cela que le G20 a été mis en place pour intégrer les pays émergents. Les pays émergents que sont notamment la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie, bien entendu, l'Afrique du Sud, puis le Mexique et bien d'autres, qui, dans ce cercle un peu plus élargi, parviennent à prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur l'économie mondiale. Revenons encore à la comparaison entre les États-Unis et la Chine pour parler de la monnaie. La monnaie américaine, le dollar, entre en ligne de compte dans 42% des échanges mondiaux, tandis que le yuan chinois n'entre en ligne de compte que dans 1,6% des échanges mondiaux. C'est-à-dire que même les Américains, oui, le déphasage est extrême. Même les Chinois, quand ils font du commerce à l'international, utilisent le dollar et non pas leur propre monnaie, alors que le dollar est contrôlé par la Réserve fédérale américaine, ce qui fait de l'économie mondiale un élément qui est extrêmement dépendant de l'économie des États-Unis d'Amérique. Pour parler maintenant de géostratégie, surtout d'un point de vue militaire, les États-Unis sont là encore très largement devant la Chine en termes de dépenses. Ils sont la puissance mondiale qui possède le plus grand nombre de porte-avions, qui possède les meilleures technologies militaires d'un point de vue aérien, d'un point de vue terrestre, d'un point de vue de l'infanterie, etc. Dans le domaine spatial également, les États-Unis conservent une très large avance sur leur principal rival aujourd'hui, qu'est la Chine. Mais il faut relativiser tout cela par le nombre de soldats qu'il y a sous les drapeaux en Chine. C'est plusieurs millions de soldats qui se trouvent, plus d'une dizaine de millions. La Chine travaille aujourd'hui à réduire le nombre de soldats parce que la Chine s'est rendue compte qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de soldats sous les drapeaux pour être efficace, mais on peut avoir des conscrits, c'est-à-dire des gens qui ont été formés, qui ont fait le service militaire et qui sont dans la population civile et qui travaillent normalement et qui, en cas de nécessité, peuvent rejoindre l'armée pour combattre. La Chine est donc dans une procédure de réduction de ses effectifs militaires et d'augmentation de leur performance. Et il y a également que la Chine est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies autant que les États-Unis d'Amérique. Les deux pays disposent de l'arme nucléaire, ce qui est un élément de dissuasion important. Donc les deux pays, en dépit de leurs différences et de leurs différends, ne peuvent pas aujourd'hui se menacer militairement. D'ailleurs, j'ai déjà cité énormément d'intérêts économiques qu'ils ont en commun, ce qui les dissuade forcément d'aller vers ce genre d'attitude. Donc, les dépenses militaires quand même aux États-Unis sont aujourd'hui en baisse parce que, bon, il faut dire qu'avec l'arrivée de Trump, elles vont remonter légèrement, mais les Chinois sont en constante augmentation de leurs dépenses militaires pour pouvoir enfin être l'une des plus grandes puissances militaires au monde, et cela inquiète notamment le Japon voisin, cela inquiète même la Russie qui est voisine de la Chine, mais la Chine veut devenir en tout cas une puissance qui possède des bases militaires. La Chine a ouvert sa première base militaire en fait, on peut le dire, à Djibouti sur le continent africain, mais en dehors de l'Asie, la Chine ne disposait pas de bases, tandis que les États-Unis, c'est quand vous prenez la carte du monde et que vous cherchez les bases militaires américaines, il y en a partout, il y en a partout, il y en a sur le continent africain. Il y a ces bases déclarées que l'on connaît, comme Djibouti sur le continent. Il y a la force AFRICOM qui est déployée dans le Sahel. Il y a également cette présence américaine qui n'est pas
déclarée et on a vu à l'occasion de l'attentat contre les Américains au Niger qu'il y avait des soldats américains qui participaient donc à la lutte contre le terrorisme en Afrique et dans le Sahel, plus précisément. Donc, il y a cette présence déclarée et une présence non déclarée. Autant de choses qui montrent à quel point les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui effectivement des États puissants. Mais quand on prend chaque élément de comparaison, et nul doute, les États-Unis sont encore très largement, mais alors très très largement, la plus grande puissance mondiale. James, vous l'avez démontré, les deux pays sont interdépendants. Laquelle interdépendance n'a pas empêché Donald Trump de s'en prendre pendant sa campagne électorale à la Chine. Pourquoi actuellement il semble toiletter son langage? votre langage à vous aussi que vous toilettez. Bon, effectivement, Donald Trump a modifié sa façon de parler de la Chine. La Chine était, je dirais, le grand Satan asiatique qui empêchait le commerce américain de se développer, qui contribuait au recul des États-Unis d'Amérique. Et naturellement, Barack Obama était considéré comme le responsable de cette situation que vit la Chine. Et donc aujourd'hui, on peut quand même noter, avec cette visite que le président Donald Trump effectue aux États-Unis, en Chine, que le langage a totalement changé. Il encense le président Xi Jinping au point de l'appeler roi de Chine et pratiquement de s'aplatir devant lui. Je n'irai pas jusqu'à le dire comme ça, mais quand même, à l'occasion de cette visite, on constate très bien que Donald Trump a totalement modifié son langage. Il est allé même jusqu'à dire, je cite, qu'il ne reproche pas à la Chine, il dit après tout, qui peut reprocher à un pays de profiter de notre pays pour le bien de ses citoyens? C'est interrogé. Il ne reproche plus à la Chine d'être responsable du déficit économique, mais il reproche cela à Barack Obama et aux administrations des présidents qui l'ont précédé aux États-Unis. C'est donc ses propres compatriotes qui sont responsables de l'avance que la Chine a pu prendre sur les États-Unis, selon le président américain. Et il faut aussi noter que si le langage a autant changé, c'est qu'aujourd'hui, la Chine, et ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais la Chine est un acteur important des relations internationales dont les États-Unis ont besoin, notamment vis-à-vis de la Corée du Nord, puisque la Chine peut faire des pressions sur la Corée du Nord pour la pousser à renoncer en partie à son programme nucléaire. La Chine également peut travailler au rééquilibrage des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique. Et puis la Chine, c'est également un immense marché, d'ailleurs, plus de 250 milliards de dollars de contrats ont été signés à l'occasion de cette visite dont bénéficient des grandes entreprises américaines comme Caterpillar, etc. Je ne vais pas les citer pour ne pas le faire de publicité. Mais vous voyez, c'est un immense marché. Si le président Trump se positionne comme un ennemi de la Chine, comme il a commencé à le faire pendant sa campagne électorale, il serait bien mal en point à l'issue de son mandat par rapport au déséquilibre qu'il aurait renforcé entre les deux pays. Comme quoi les réalités de la période des campagnes ne sont toujours pas... C'est justement cela, ce qu'on appelle la réelle politique. Alors, que gagnent ces deux États de cette visite de Donald Trump? On gagne déjà une pacification relative des rapports entre les deux États. On gagne également une situation qui s'améliore. On gagne de la part également du gouvernement américain, de l'État américain, toutes ces dépenses effectuées par les Chinois désormais ces fonds qui seraient injectés dans l'économie américaine. Mais on gagne également d'un point de vue international que le rapport pacifique, en tout cas entre les deux États, va s'accentuer. On peut également noter qu'il s'agit quand même largement d'une forme d'hypocrisie de la part de Donald Trump, dont on ne mesure pas toujours la capacité de versatilité. Il est capable, d'ici son retour aux États-Unis, de dire qu'il s'est trompé sur le président Xi Jinping, de retirer des propos aimables et cette poignée de main peut-être gentille qu'il a donnée au président
chinois. Trop gentil. Le président américain est capable de modifier son langage, mais ce risque-là est limité par l'importance stratégique que la Chine a pour les États-Unis. Merci James. C'est moi qui vous remercie.